Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Je suis sur le point de changer cette courroie de distribution, j'ai 2-3 trucs à vous montrer. C'est parti! Alors la plupart des trucs que je vais vous montrer, c'est des choses qui sont à faire avant de démonter la courroie de distribution. Voici donc cette courroie de distribution. Alors tout d'abord, il faut faire une inspection visuelle de la courroie et regarder si elle n'a pas été abîmée, craquelée ou déchirée. Donc celle-ci, elle est en assez bon état. Je l'avais changée il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être moins de 3 ans. D'ailleurs, vous voyez la pompe à eau et elle en très bon état et je ne compte pas la changer vu qu'elle est bien. Et en général, si vous faites la courroie de distribution aux intervalles spécifiés par le constructeur, c'est recommandé de changer la pompe à eau aussi. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ici, il y a un rotor qui en général prend du jeu avec les kilomètres. Voilà, et donc avant que ça finisse par péter et que le liquide de refroidissement aille partout, eh bien voilà, il vaut mieux changer la pompe. Alors comment est-ce que c'est fait? Eh bien tout simplement, le vilebrequin qui est ici tourne, alors il tourne dans le sens là, et donc il tire la courroie de distribution vers le bas, courroie de distribution qui est ici sur la roue du haut, qui est connectée en son milieu à l'arbre à cam qui vient commander les culbuteurs qui appuient sur les soupapes. Et ensuite ici au retour, vous voyez ici, il y a ça, c'est un galet tendeur. Donc, vous voyez, il est tendu avec un ressort ici. Et donc vous voyez que la roue qui est là-haut, elle est beaucoup plus grosse que le vilebrequin. En fait, si on compte les dents, il y a 2 fois plus de dents ici qu'au vilebrequin. Et donc ça vient du cycle 4 temps du moteur. Le vilebrequin fait 2 tours, pendant que l'arbre à cam en fait 1. Une autre chose à observer, eh bien, c'est que sur les poulies, vous avez des marques. Ici, il y a un trou, vous voyez qu'il n'est pas sur les autres branches. Et là, juste en face, il y a une petite entaille dans la dent. Alors vous voyez, j'ai mis quand j'avais changé la courroie de distribution la dernière fois, j'avais mis un petit coup de peinture blanc dessus. Pareil pour la roue dentée du bas, du vilebrequin. On a ici une dent qui n'est pas comme les autres, vous voyez, elle est légèrement creusée. Donc ça, c'est un repère. Et là, vous voyez derrière, ici, là, en plein milieu, vous voyez, il y a un petit ergot derrière. Et donc, on va faire tourner le moteur pour amener ce repère sur celui-là derrière. Et normalement, ici, au niveau de l'arbre à cam, eh bien, le trou qui est là devrait se retrouver en face du petit point rouge qui est derrière. Vous voyez ici. Donc là, pareil, il y a une marque sur la culasse. Donc, on va aligner tout ça. Pour pouvoir tourner le moteur, je vais remettre en place la vis de la poulie damper. Et pour que ce soit plus simple, pour ne pas avoir la compression des cylindres, eh bien, je vais enlever les bougies d'allumage. Et comme ça laissera les cylindres à l'air. Au fond du garage, tu vises, tu tapes. C'est pas pour les noobs ou les petites frappes. Tu prends ton gun pour déboulonner. Tac les dynamos pour bien serrer. Tac et c'est cassé, pourri, rouillé. C'est pas un problème, tu sais réparer. Je remets en place la vis. Hop. Voilà, et on se retrouve avec les marques en haut et en bas parfaitement alignées. Ensuite, pour vous donner une idée de la tension de la courroie, avant de démonter bien sûr, vous prenez l'ancienne courroie en son milieu et vous la tournez comme ça. Vous allez au maximum que vous pouvez au doigt. Donc celle-là, je peux l'amener à 90 degrés par rapport à son orientation normale. Et elle me paraît quand même un petit peu détendue. Autre truc avant de démonter la courroie, et celui-là c'est peut-être le truc le plus important, je vais mettre des marques blanches sur des dents et au même endroit sur la courroie de distribution. Alors là vous pouvez voir que j'en avais déjà fait lors du dernier changement de courroie de distribution. J'utilise un marqueur blanco comme ça, si vous n'en avez pas vous pouvez prendre du Tipex, ça marche très bien. Ça c'était du Tipex. Donc j'en remets sur la marque que j'avais fait et pile sur la courroie. Pareil ici. Donc sur la grande roue du haut sur l'arbre à cam, eh bien je fais 2 repères. Et en bas au niveau du vilebrequin, je fais un seul repère. Je le mets à un endroit assez accessible, par exemple la dent qui est là. Et je trace sur la courroie. Allez. Ok. Sur ce moteur qui est très simple, sur les roues dentées du vilebrequin et de l'arbre à cam, eh bien il n'y a pas de trou spécial pour mettre des piges. Une pige, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est juste une petite tige en métal qu'on met et puis qui nous permet de bloquer la roue, ben, soit du haut, soit du bas, soit les deux. Et bien souvent, ces piges,
Alors elles sont vendues en kit, hein, selon votre moteur, vous avez un kit de pige, mais bon, si vous voulez pas l'acheter, éventuellement vous pouvez les remplacer par des forêts comme ça. Maintenant que le marquage est fait sur la courroie, on va pouvoir l'enlever. Pour détendre la courroie, je vais d'abord dévisser la vis là-bas. Donc là, ça va permettre au galet tendeur de bouger comme ça. Et maintenant, je vais débloquer le ressort ici. Vous voyez, ça a légèrement bougé. Maintenant, avec une barre de levier, je viens prendre ici le galet. Je prends appui sur le bord de la vis. Et voilà, je fais pivoter. Vous voyez là-bas, ça bouge. Je fais pivoter comme ça le galet tendeur. Pardon. Hop, zut. Donc là, apparemment, on est au bout. Est-ce que ça suffit pour récupérer la courroie? Oui, là voilà. Cette vieille courroie avec ses marques, eh bien, je la garde précieusement. Elle servira pour le remontage. Beaucoup de temps est passé. Vous pouvez voir que ce moteur est métamorphosé. J'ai le kit de distribution. Je vais l'installer, mais avant ça, il y a encore un truc à faire. Il s'agit de changer le joint spi du vilebrequin, c'est le moment idéal pour le faire, pour s'éviter des problèmes de fuite d'huile à ce niveau-là dans le futur. Un joint spi, qu'est-ce que c'est? C'est une bague comme ça qui permet d'empêcher l'huile de se barrer sur tous les axes en rotation. Donc celui-ci se trouve derrière le pignon du vilebrequin. J'enlève la vis de la poulie damper. Celle-là, je pense que je vais la dérouiller avec un petit coup d'acide chlorhydrique. Bon, ici ça se passe bien, la poulie glisse et vient toute seule. Dans certains cas, c'est bloqué et il vous faudra un extracteur de poulie. Et je vais faire attention à ne pas perdre la clavette qui se situe ici. Voilà, je l'enlève si elle veut bien venir. Petit coup de dégrippant. Gagné. Bon, là-dedans c'est tout sale, donc je vais nettoyer tout ça au Scotch-Brite et nettoyant frein. J'en profite aussi pour enlever le galet tendeur. Donc je vais sortir ici le ressort. Voilà, comme ça je peux sortir le galet tendeur. Tac. Ok, maintenant, pour sortir ce joint spi, j'utilise le truc de boule, c'est-à-dire vis de placo que je vais visser dedans, et ensuite je le sors avec un outil comme ça. Si vous ne connaissez pas Boule, je vous mets le lien vers sa chaîne ici en haut à droite et en bas dans la description. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Voilà. Dans mon cas, ce moteur n'a pas d'huile encore dedans, donc il est vide en huile. Si vous avez de l'huile, c'est pas grave, vous pouvez quand même enlever le joint spi. L'huile se trouve ici, au fond du carter d'huile. Alors je vais faire levier. Évidemment, ce qui doit venir facilement ne vient pas. C'est normal. Donc c'est souvent comme ça en mécanique, un truc qui est censé être simple devient compliqué. Je crois que je vais aller en chercher une plus grande. Donc avec une plus grande. C'était galère. Voilà. Je vais tirer avec ça. Eh ben c'est pas gagné. Ça ne marche pas. Eh oui, mais celui-là, ça fait exactement 17 ans qu'il est là-dedans. À mon avis, c'est celui d'origine, donc la voiture est de 2002. Allez, c'est bon, il vient là ce coup-ci.
Ok, ça veut pas venir comme ça, je change de technique. Je prends ma griffe. Bon ben, tournevis à frapper, et puis j'essaye de le décoller. Ça ne fait rien. Donc là, le danger avec cet outil, c'est de rayer ici le vilebrequin. Ah, ça y est, il commence à venir. Oui. Victoire. Alors, je vais le comparer à mon joint spi neuf. Est-ce que c'est le bon? Non. Mais dans ma commande, j'en ai un autre. Alors, est-ce que ce serait plutôt celui-ci? Oui. Ok, c'est bon. Donc là, vous voyez sur le joint, il y a la flèche qui vous indique le sens de rotation du vilebrequin. Donc, je vais fixer bien ça. Oui. Maintenant, avec ce que j'ai galéré pour changer le joint spi, je me retrouve ici avec des marques. Donc, je vais passer un petit coup de papier de verre. Donc, je prends du papier à Halo 800. Pas que ce soit trop agressif. J'utilise un petit bout de Scotch-Brite juste pour faire tampon. Bon, voilà, c'est mieux comme ça. Je vais remettre le nouveau joint spi. Pour installer le nouveau joint spi, j'utilise mon kit installation. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre une grosse douille ou un morceau de tuyau du bon diamètre et puis vous tapez dessus avec un maillet, ça fait l'affaire aussi. Alors, ici je prends une tête qui correspond au diamètre du joint spi. Je vais prendre une rallonge comme ça. Je vais utiliser la vis de poulie damper. Trop petit. Ok, c'est ça. Avec le couvercle. Toc. Voilà, comme ça, j'ai plus qu'à visser tout ça dedans. Avant de le mettre en place, je vais mettre un petit coup de graisse silicone dessus. L'avantage avec la graisse silicone, c'est qu'on est sûr que ça n'attaque pas le plastique du joint, mais vous pouvez aussi prendre de l'huile, huile moteur, hein, parce que c'est un joint qui est prévu pour fonctionner dans l'huile. Et avant de le placer, je vais mettre une petite couronne en plastique ici pour bien guider la lèvre. Il y a certains joints qui sont vendus avec des guides directement. C'est un petit morceau en plastique rond dedans. Bon, celui-là, il faut en faire un. Voilà, j'ai fait une petite bague en plastique en prenant un emballage. Je la mets en place. Et je mets un petit coup de graisse. Alors le joint spi, que je commence à bien placer à la main. S'il veut bien rester. Non, il ne veut pas. Donc l'avantage d'utiliser ce genre d'outil là, c'est qu'on est sûr que le joint spi va être inséré correctement. Parce que ça met une pression égale sur tout le tour du joint spi. Voilà. Donc là, le joint spi va bien jusqu'au bout. Ok. Et j'enlève doucement mon guide. Et voilà, un beau joint de vilebrequin bien posé. Le vilebrequin a tourné, donc je le retourne pour le mettre en place. Ça va être quelque part par là. Je remets la clavette, surtout ne pas perdre ça. Voilà. Donc ça c'est un détrompeur, hein. Ça oriente correctement le pignon de vilebrequin. Ok, il faut avancer encore un petit peu. Peut-être je peux le faire à la main directement. Ouais. Voilà. Et bien sûr, avant de remettre la courroie de distribution, c'est bien aussi de changer le joint spi de l'arbre à cam ici. Alors moi je l'avais fait parce que voilà, j'avais refait toute la culasse. Allez, il est temps de mettre en place cette nouvelle courroie de distri. Alors voyons ce qu'il y a dans ce kit. Eh bien, il y a la courroie de distribution. Ici, il nous donne un QR code qui nous mène vers le site Comptitech, qui normalement nous donne des instructions de montage et des trucs et astuces. Je suis allé voir et pour cette courroie-là, malheureusement, il n'y a pas de trucs et astuces ni d'instructions de montage. Donc, pareil, ils ont un système là, PIC, Product Information Center, qui permet d'avoir de la doc, des instructions. On a une étiquette, c'est important de l'utiliser pour bien documenter quand la courroie a été changée. Et puis, le nouveau gallet tender. Je vais commencer par installer ça, mais avant,
je vais peser la courroie de distribution. Vous comprendrez après pourquoi. 95 grammes. Alors ce galet tendeur, c'est exactement le même que l'ancien. Voilà l'ancien, sauf que l'ancien prend déjà du jeu. Alors c'est pas évident de vous le montrer, mais on sent qu'il y a du jeu. Le nouveau, aucun jeu. Alors je transfère le ressort dessus. Et la vis de maintien là. Alors je le mets en place de manière approximative. Alors, je vais enlever ça pour pouvoir remettre le ressort. Hop. Ok, maintenant pour mettre en place le ressort, je vais aller le chercher avec une barre de levier comme ça et je vais le passer derrière l'ergot qui se trouve là. C'est plus facile à dire qu'à faire. Prendre une barre de levier plus grande. Voilà. Ok. Le voilà en place. Maintenant, pour pouvoir mettre la courroie de distribution, je vais tendre ce ressort au maximum. Donc je vais lever le galet tendeur de manière à ce qu'il laisse le plus de place possible pour la courroie. Pour ça, je prends ma grande barre de levier. Je vais protéger le bout avec un chiffon microfibre pour ne pas abîmer le galet tendeur. Et je vais prendre appui avec la barre de levier sur la vis qui est là, en espérant que ça ne glisse pas. Voilà. Et là, ouais, il va falloir vraiment que je tienne. Et là, voilà, vous voyez, je peux actionner. Donc lever, donc au maximum, on arrive là. Là, ça touche, ici, ça touche la pompe à eau. Donc je ne peux pas aller plus loin que ça. Et je visse la vis de maintien là. Voilà. Maintenant, je vais installer la nouvelle courroie de distribution et je vais m'occuper de son calage. Qu'est-ce que c'est? Une courroie de distribution bien calée, c'est une courroie qui permet d'avoir le vilebrequin et l'arbre à cames correctement synchronisés. La courroie de distribution, c'est une courroie qui est crantée, donc il n'y a pas de glissement possible entre le vilebrequin et l'arbre à cames. Maintenant, ces crans, il va falloir les mettre dans la bonne position. Et pour ça, je vais m'aider de deux choses. La première, je vais bien m'assurer que les pignons de vilebrequin et d'arbre à cames sont aux endroits où il y a les marques. Une fois de plus, donc là c'est bien le cas, ici et en haut. Il faut en particulier bien faire attention à celui-là parce que c'est une grande roue et puis elle peut bouger, on peut bouger comme ça d'une dent et puis se retrouver décalé d'une dent en avant ou en arrière. Et donc là votre moteur il tournera mais il va polluer plus, vous passerez plus le contrôle technique avec ça. La deuxième chose qui va nous permettre d'être sûr à 100% que la courroie est bien positionnée, c'est de récupérer l'ancienne courroie. Vous vous souvenez les marques que j'avais fait dessus, et bien je vais les reporter sur la nouvelle. Donc je vérifie déjà que c'est la bonne courroie, qu'elle a bien la même longueur, ça a l'air d'être bon. Alors les marques sont dans un creux. Alors je fais un premier report ici. Là. Je maintiens bien les deux courroies ensemble pour aller chercher le dernier. Là, il faut progresser au fur et à mesure. Et là, je devrais tomber pile sur un creux. C'est bien le cas. Je continue, je termine le tour pour m'assurer que je reviens bien sur la marque de départ et que j'ai pas décalé. Et là, j'ai décalé. Donc, je recommence. Et voilà comment on peut se retrouver une dent à côté. Donc, c'est le cran d'avant. Je vais faire un trait plus long. Et je continue. Là, on mélange soigneusement. Et là, c'est bon. Je retombe bien sur mes deux marques ici. Ok. Allez, je positionne la nouvelle courroie. Alors, je commence par en bas, au niveau du vilebrequin. Donc, le grand trait qui est là, je vais le mettre ici sur la marque. Je passe au-dessus du galet tendeur. Et là, sur le côté là, je tends le plus que je peux la courroie. Alors, évidemment, j'ai le vilebrequin qui tourne parce qu'il est assez mobile. Donc là, j'arrive au niveau de mes marques. Voilà. Donc là, j'ai bien ma grande marque sur la courroie qui est en face de celle sur la poulie du vilebrequin. Et là, au niveau de l'arbre à cames, les marques correspondent aussi. Et j'ai toujours ici la marque visible dans le trou. Et en bas, on a bien la dent spéciale en face du repère. Maintenant, je vais dévisser la vis là qui tient le galet tendeur. Ça va libérer le ressort qui va mettre en pression la courroie. Hop, bon, je
m'aide un petit peu. Là, ma courroie, je suis sûr qu'elle est vraiment bien calée. Ici, on est bien sur le repère. En bas aussi, et regardez, il y a 8 mm entre chaque dent. Donc si on était une dent avant ou une dent après, eh bien ici, la roue ne serait pas en face du repère. Hein. Et puis si c'est décalé, on le voit vraiment bien. Et on le voit mieux ici au niveau du vilebrequin qu'en haut au niveau de la poulie de l'arbre à cames. Tout simplement parce qu'ici, il y a 2 fois moins de dents. Donc si on est une dent à côté, eh bien ça se voit beaucoup mieux. La poulie est plus décalée. Donc pour vérifier, vous mettez d'abord la grosse poulie en position, et puis vous allez voir en dessous où ça en est. Maintenant un mot sur l'orientation de la courroie de distribution. Là je l'ai mise de manière à ce que quand je me tiens ici devant le moteur, je peux lire ce qui est marqué dessus. Il y a parfois sur les courroies de distribution une flèche, mais il faut savoir que les courroies de distribution aujourd'hui n'ont plus de sens, elles sont symétriques. On peut la monter comme ça, ou alors à l'envers, c'est pareil. Alors il peut y avoir des exceptions, en particulier sur les vieilles voitures, mais voilà, toutes les voitures à peu près récentes, à partir des années 90-2000, c'est comme ça. Je vous mets un lien dans la description en dessous qui vous explique pourquoi et comment la technologie des courroies a évolué. Encore autre chose sur ce moteur, c'est très simple, la courroie de distribution entraîne uniquement le vilebrequin et l'arbre à cames. Sur certains moteurs ça peut être plus compliqué, elle peut entraîner d'autres choses, en particulier la pompe à haute pression sur les moteurs diesel, et parfois même cette pompe haute pression doit aussi être correctement calée. Maintenant, si vous avez des difficultés à passer votre courroie de distribution, vous pouvez toujours prendre une grande pince comme ça, et puis vous l'accrochez sur la poulie de vilebrequin comme ça, avec des dents comme ça en plastique, c'est bon. Vous l'accrochez comme ça et vous faites tout le tour du chemin pour l'installer, et puis là au moins elle ne se barre plus en bas. Maintenant, je vais faire tourner le moteur quelques tours pour m'assurer que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, qu'il n'y a pas des soupapes qui viennent taper contre les pistons. Et donc, le principe, c'est comme sur un vélo. Hein. Ici, vous avez votre pédalier, puis là, c'est la chaîne. Donc, il y a cette partie-là qui est tendue. Et le galet tendeur, pour l'instant, il est mobile. Mais après, une fois que j'ai fait mes tours, je vais le fixer. Donc, pour faire tourner le moteur, on tourne ici au niveau du vilebrequin, hein, pas au niveau de l'arbre à cames. Alors, j'y vais. Là c'est bon, pas de souci particulier. Voilà. Et je le ramène à sa position de départ. Je vais encore tourner pour aussi ramener au niveau de l'arbre à cames. Voilà. Maintenant, je vais vérifier la tension de la courroie, donc tout simplement en la tournant. Donc, pareil, j'arrive à tourner à 90 degrés. Donc, ça, c'est la méthode à l'ancienne, et maintenant je vais utiliser une méthode moderne. Et oui, parce que maintenant on peut vérifier la tension de sa courroie en utilisant une application. Alors, il en existe plusieurs. Il y en a une qui est faite par Continental, Contitech, qui s'appelle Tension to Go, et je vais en prendre une là qui s'appelle Easy Tension, qui est faite par Hutchinson. Donc comment est-ce que ça marche? Eh bien tout simplement ça utilise le micro de votre téléphone pour vérifier la fréquence de résonance de votre courroie. En fait on l'utilise comme une énorme corde de guitare, ça fait une note, boum, là c'est plus dans les basses, et ça mesure la fréquence et ça vous dit si c'est bon. Donc je vais prendre la tensiomètre, j'ai coché la case comme quoi je connais le poids de la courroie, la longueur de la courroie je l'ai mesurée sur l'ancienne, c'est 89 cm, donc ici en millimètres, ça fait 980. La masse de la courroie, 95 grammes. Longueur de brin, donc là ça va être la longueur vibrante ici, de ce côté-là. Et là je mesure 29 cm, donc 290 mm. Ok, alors j'y vais, mesurer. 66,8 Hz, et ça nous dit que c'est bon. Je refais. Voilà, donc il fallait faire plusieurs essais, et puis là, ça nous dit que c'est bon. Voilà, donc ça c'est des applications gratuites, et ça remplace l'outil spécial qui permet de mesurer la tension. C'est quand même pas mal, donc je remercie beaucoup Booba qui m'a fait découvrir ces applications-là. Et bien sûr, je vous mets les liens dans la description.
Il ne reste plus qu'à serrer tout ça. Pour la vis là, c'est documenté, c'est entre 20 et 27 Nm. Par contre la deuxième, j'ai rien trouvé dans la doc. Elle m'a l'air d'être pareille, donc je vais la serrer de la même manière. Et puis pour la vis qui est là, c'est beaucoup plus fort, c'est entre 80 et 100 Nm. Alors j'ai réglé 25 Nm. Ça fait tourner le moteur. Maintenant, pour celle-là, il va falloir que je trouve un moyen de bloquer cette roue. Alors l'idée, c'est avec une barre de levier comme ça, d'aller la placer ici et la mettre en appui derrière sur la culasse. Et puis comme ça, je vais pouvoir serrer la vis. Donc pour pas que ça fasse de dégâts, je mets tout ça dans un tissu. Voilà. La clé dynamo, j'ai réglé 90 Nm. Et puis là, je vais serrer en levant en fait. Comme ça, ça va pas mettre plein de poids sur le support moteur. Voilà, 90 Nm. Maintenant, je remets en place le carter, le cache de distribution. Et donc là, chaque vis, je l'approche à la main. Pour le serrage, bon, j'ai pas trouvé dans la doc. Vu que c'est des petites vis comme ça, je vais mettre 10 Nm. Et pour ça, j'utilise ma nouvelle clé dynamométrique Tac Life. Donc ça, c'est pour les petits serrages. 10, donc là c'est 10,7, je descends un petit peu, voilà. Là on doit être à 10. Dernière étape, je mets une nouvelle étiquette. Bon là on peut voir que c'est quasiment la même étiquette, Donc là c'est complètement effacé maintenant, mais j'ai réussi à voir ce qui était marqué en regardant un petit peu comment le crayon avait creusé le papier. Donc je l'avais faite cette courroie de distribution, c'était en décembre 2015 et la voiture avait 200 000 km. Bon je vais réécrire dessus tout simplement, donc là on est en mars 2019 et la voiture a 221 000 km. Et voilà, c'est fini. Voilà, avec tous ces conseils, vous ne devriez pas avoir de problème pour changer votre courroie de distribution. Si vous souhaitez vous procurer des outils ou des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous mets des liens en dessous dans la description. Le projet Hyundai Accent continue et le défi c'est de la réparer pour lui faire passer avec succès le contrôle technique pour la remettre sur la route. Dans le prochain épisode, je vais m'occuper de la pompe à huile et de son réamorçage. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié quand je sors la vidéo. Je vous souhaite de bons changements de courroie de distribution. Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll.